À cette époque, c'est l'époque, disons, où les microscopes à balayage ont commencé à se diffuser rapidement. Dès la première analyse, ça a été la panique totale. Je trouvais les éléments que je recherchais n'étaient concentrés que sous le faisceau. Le mot phénoménal, c'est artefact. J'ai été chercher sur un dictionnaire ce que voulait dire artefact. C'est une stupidité créée par l'homme. J'avais identifié qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Explication de l'artefact, c'est que c'était en fait un phénomène de charge sous le faisceau d'électrons. Et ce phénomène de charge était ostracisé et classé comme artefact dans les laboratoires de microscopie électronique. Un instant, chères auditrices et auditeurs, avant de vous présenter l'épisode du jour, place à notre sponsor de cette saison 2, Bforge. Bforge, qui s'appelle B-6 Forge, est une entreprise française spécialisée dans l'innovation en industrie circulaire en soutenabilité forte. Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une entreprise bien établie, Bforge est là pour vous aider à agir avec un maximum d'impact en y consacrant un minimum de temps. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, un instant Mike, comment je peux faire pour contacter Bforge et participer à ce mouvement de consommation durable et responsable autour des plastiques? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça ensemble. Bforge propose le programme Activez vos pouvoirs, moins de plastique. Alors c'est un programme ultra complet dont je fais partie des premiers pionniers, donc c'est-à-dire des premiers adhérents en tant que professionnels. Activer vos pouvoirs, moins de plastique, c'est rejoindre une communauté qui encourage la sobriété dans l'usage des plastiques et l'adoption de pratiques durables. En participant, vous contribuez à des actions de remédiation réparatrices à impact avec moins de plastique polluant la biosphère. Dans le même temps, vous développez visiblement les engagements de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires. Comme vous le savez, à titre personnel, je suis très impliqué dans les matériaux plastiques et tout ce qui tourne aussi au domaine des polymères. Donc moi j'ai réalisé ma thèse dans les matériaux polymères haute performance renforcés en fibre de carbone pour des applications aéronautiques et également moi je suis facilitateur de la fresque du plastique, donc c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur cette thématique. Dans mon cas, j'utilise le programme Moins de plastique pour me tenir au courant des actualités, notamment autour du plastique, et cela m'évite de perdre du temps à chercher en me posant des questions, et la question fatale, en fait, finalement, on se le pose toujours, est-ce que l'info est fiable ou non? Donc ça, c'est super important de pas se la poser et se dire qu'on est vraiment ici avec un contenu de qualité. Et également, j'ai accès à une communauté, donc la communauté Moins de plastique. Donc c'est une superbe communauté, ça permet d'échanger et c'est vraiment, vraiment top. Donc je vous invite vraiment, si le plastique vous tient à cœur, notamment son utilisation, à vraiment adhérer à cette commune. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, le programme Moins de plastique vous propose 3 formules. Micro, méso et macro. Ces 3 formules correspondent finalement au taux de remédiation que Bforge va financer via votre engagement au programme. Également, avec Bforge, le podcast vous a fait une surprise. Si vous regardez cet épisode en vidéo ou que vous l'écoutez, dans la description, vous allez avoir également un lien qui est vraiment destiné aux solo-entrepreneurs qui souhaitent s'engager autour de ces thématiques du plastique et de la remédiation de ce matériau. Vous allez voir, c'est un lien qui vous emmène vers le programme avec une réduction pour vous. Également, j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est par rapport au nombre de places qui est disponible dans ce programme. Il y en a uniquement 300, donc si vous êtes une entreprise engagée, que vous souhaitez vous investir dans un programme RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur la thématique du plastique et de sa remédiation, ce programme, il est fait pour vous. Le deuxième est par rapport au type d'engagement. Donc vous avez bien vu, vous avez plusieurs types d'engagement pour accéder au programme Moins de plastique. Micro, méso et macro. Et si vous êtes un solo entrepreneur, vous avez accès au programme Nano et Nano Early Bird. Pourquoi avoir fait ces choix avec différents types d'engagement? Finalement, c'est pour vous
donner la possibilité de vous engager au montant que vous souhaitez. Le programme est le même et restera le même. C'est simplement votre engagement qui influencera sur le niveau de financement du plastique remédié. Tout simplement. Cela étant dit, on remercie Bforge pour le sponsoring de cette saison de Dromé Matériaux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue, chers auditeurs, bienvenue dans la saison 2 de Dromi, un matériau. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur cet instant. Une saison déjà, une première saison, saison 1 avec plein de péripéties, pas mal d'invités, pas mal de thématiques autour des matériaux qu'on a pu explorer. Et là, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette saison 2 parce que je suis pas accompagné par n'importe qui, je suis accompagné vraiment par un ponte, je dirais même le doyen de nos invités. Vous allez voir, il est extraordinaire. Je vous le présente, Claude. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, merci. Je vais très bien. Je vais très bien. Et pourvu que ça dure. Hein. Ben, c'est Tu, tout le mal que c'est- je te souhaite, Claude. C'est tout le mal que je te souhaite. tu as dit que j'étais un doyen. Oui, je commence à faire partie des gens qui concourent pour le livre des records. Hein. Mais Eh des ben, records en longévité en recherche. Après le reste. super. En tout cas, Claude, merci beaucoup d'être là pour cette nouvel épisode. Et en plus, c'est trop cool parce que c'est le premier épisode de la saison 2 de Dromé un matériau. Donc, moi, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir et surtout de pouvoir en fait parler et partager finalement toute ton expérience, qu'elle soit humaine et scientifique. Et c'est ce qui est incroyable. Et pour commencer, en fait, ne perdons pas de temps, Claude. Pour commencer, je te laisse te présenter, je te laisse te présenter à nos invités, enfin à nos auditeurs. Et t'as la parole, je t'en prie. Alors, est-ce qu'on commence par la date de naissance? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et même, je dirais même, Claude, après, moi, ce qui m'intéresse à titre personnel, je suis tellement curieux de comprendre comment tu as fait ta thèse, en fait. Comment ça s'est fait une thèse à cette époque-là, comment s'est rédigé le mémoire, et les difficultés de rédaction avec les moyens techniques pour créer le mémoire, euh, où on peut le lire, parce que moi, je serais affolé de pouvoir le lire, ton mémoire de thèse. Donc, ouais, je te laisse la Alors, parole. d'accord. Alors, très, très rapidement, hein, je suis né en 1937 en Algérie, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et je développe pas trop autre que, eh bien, que j'ai connu depuis mon enfance et jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, j'ai vécu dans le climat de l'époque. Et puis, en 1958, je me suis retrouvé, j'ai été admis à l'INSA de Lyon, où j'ai fait mes études dans le département de chimie physique avant de faire mon doctorat, mais déjà hors de l'école, dans un autre laboratoire. Dès ma sortie d'école, j'ai été accueilli dans un laboratoire universitaire qui participait sous contrat à un programme d'intérêt national. C'est-à-dire que dès mon premier pas hors de l'école, j'ai été immergé dans les exigences de contrat de résultat. Et à l'époque déjà, c'était pas très bien vu du monde de la recherche qui se voulait désintéressé et sans contrainte de temps. Et c'est dans ce contexte que j'ai préparé ma thèse de doctorat. Et Or, sur quelle alors, thématique? Et sur quelle thématique? c'est, Dis-nous tout. c'est c'était doctorat à cette époque de S-sciences appliquées. S-sciences appliquées. Oui, D'accord. c'est une option qui a disparu tout de suite en 1968, hein, Ouais? ben, parce que c'était trop restrictif ou trop je ne sais pas trop quoi, mais cette mention a disparu et a été transformée en docteur et sciences. Bon. Et moi, je l'aimais beaucoup parce que c'était conforme à ma formation INSA, qui est l'Institut national des sciences appliquées. Alors, à cette époque, on déposait 40 exemplaires et je sais qu'il n'y en a plus de disponibles. D'accord. Mais il m'en reste quand même un. Ah oui.
Le tien, ta version, ta copie. Eh oui, bien sûr. Bon, bah, c'est super, Claude. Et finalement, Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la science? Pourquoi t'as voulu faire de la science, Claude? parce qu'il fallait échapper aux montagnes de Kabylie où je vivais, il fallait faire quelque chose. D'accord. Et la vie, j'aimais bien la physique et les mathématiques en terminale. Donc, c'est l'année où l'INSA, j'étais en terminale où l'INSA, l'année où l'INSA s'est créé, a été créé. J'ai envoyé un dossier et j'ai été pris. D'accord. Voilà. Incroyable. C'est aussi simple que ça. Et seulement, il y a une petite nuance sur laquelle qui a beaucoup, qui m'a beaucoup marqué ma vie, c'est que ce recrutement se faisait sur la base de tests psychotechniques. Et je crois d'ailleurs qu'à cette époque, il n'y avait que l'INSA qui utilisait des tests ou qui faisait passer des tests psychotechniques aux étudiants. D'accord. Donc, c'était pas des Et notes, c'était vraiment un test comme ça. En fait, c'est ah oui, ça. oui, ça durait toute une matinée. On remplissait tu sais, des petits carrés, des petits ronds, des chiffres, Ah, hein, d'accord, ok. des trucs franchement, on ne voit pas, sans être spécialiste, on ne voit pas la cohérence. Mais alors, il y en a une très, très forte. Et 2 fois dans ma vie, j'ai fait l'expérience de tels tests. Si bien que je recommanderais d'ailleurs aux étudiants, ou quand j'ai des étudiants qui me contactent en me demandant comment penser leur avenir, ils devraient s'orienter, et je leur dis, ben, passez des tests psychotechniques, parce que je me souviens que nous, on nous les commentait, et en ce qui me concerne, on m'assurait, mais avec une certitude absolue, qu'il fallait que je m'oriente vers la recherche appliquée. Alors, à partir de là, il ne faut pas me demander plus de détails sur, sur ce jugement. Je comprends, je comprends. Non, bah c'est incroyable comme anecdote. C'est Alors, incroyable de se dire que qu'à l'époque c'était comme ça et que c'était de cette façon-là qu'on recrutait les étudiants. Et tu sais, et clairement, en fait, moi je trouve ça beaucoup plus cohérent parce que là je te donne un retour qu'on a nous en, en termes de doctorat, les gens qui vont aller en thèse ou qui veulent continuer des études là-dedans. Hum, on prend beaucoup, les universités choisissent les étudiants via les notes. Mais on remarque que c'est pas les étudiants les plus brillants qui ont eu les meilleures notes qui font les meilleurs doctorants. Parce que comme le doctorat, c'est une aventure humaine, au-delà d'être scientifique, on rencontre des égos, on rencontre des chercheurs qui vont confronter leurs idées, tout ça. Si t'es pas armé, et si tu te sens pas bien dans tes bottes, et que ta vie, elle a été juste drivée par des notes, bah, tu t'en sors pas, en fait. En fait, tu vas tout de suite dire, bah, drapeau blanc, je rends les armes. Et en fait, c'est intéressant de voir que là, on voit un test où on te teste pour qu'on te recrute et que finalement c'est devenu maintenant juste une histoire de notes et on regarde plus la personne finalement derrière les notes. Tu vois comment elle est? Est-ce qu'elle est câblée pour de la recherche ou pas? Parce qu'on peut avoir des bonnes notes et pas être câblé pour la recherche. Tu vois ce que je veux dire? alors, le sujet dont on va parler plus tard, je l'ai mis sur la table des plus hauts, des étudiants, les plus capés de France. Toutes les grandes écoles ont eu le sujet que l'on va traiter, l'ont eu sur leur bureau. Mm, mm. Aucun n'a vu une porte. Et ça, c'est très troublant. Ouais. Bah, je te propose, Claude, du coup, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on entame sur le fait, finalement, par rapport à ton parcours professionnel. Et est-ce que tu peux nous l'introduire et savoir quelle est la discipline dans laquelle tu excelles? Et il me semble que c'est, je vais vendre un petit peu la mèche à vendre, il me semble que c'est les matériaux isolants, si je me trompe pas. J'ai commencé par les matériaux isolants pour arriver à une loi universelle qui s'applique à tous les matériaux et tu verras pourquoi c'est pas aucune, aucun orgueil de dire universelle. Elle ne Ouais. peut être qu'universelle, Ah une bah loi la matière, elle est, d'endommagement. pour moi la matière, elle est unique, hein. Tout ce qui constitue, c'est toujours les mêmes atomes qui constituent n'importe quel type de matériau. Donc moi je te crois là-dessus. Moi je suis à fond avec toi, Claude, là-dessus. Et tu vas voir pourquoi c'est universel, je l'exprimerai tout à l'heure. Mais Oui, je je t'en voudrais prie. quand même revenir un petit peu, si tu veux, rapidement, mais revenir parce que Allez.
très, très important dans le déroulement de cette histoire sur mon expérience Hmm. en tant que thèse. Hein. Bah, ça fait la bonne transition alors entre la thèse J'ai, et la suite. Dis-nous tout. alors, j'ai tiré de cette époque plusieurs enseignements. De quel programme il s'agissait? Il s'agissait d'un programme de séparation isotopique de l'uranium bien avant le développement des sciences des surfaces dans les laboratoires de physique. Seulement, j'ai développé un procédé de fabrication de poudre à l'échelle de quelques nanomètres, ce qu'il fallait pour les besoins technologiques Mhm. que l'on appelle aujourd'hui des nanomatériaux. Oui, tout à fait. On n'avait pas cette terminologie-là. Oui, tout à fait. Et voilà déjà un cas, tu vois. Aujourd'hui, on ne voit que par les nanomatériaux, puis quand ils sont sortis, personne ne les a vus. Bah parce que tu sais, donc les nanomatériaux en ce moment, je pense que la polémique, elle est menée beaucoup, notamment sur les plastiques. Pourquoi je dis plastique? Parce que c'est juste le matériau qui est à la mode à l'heure actuelle, et que bon, on est dans l'âge du plastique, et que finalement, on voit que ça pose des problèmes, mais on comprend pas que c'est l'échelle nano qui pose, enfin nano, micro, mais on va dire plutôt nano, parce que l'échelle nanométrique, c'est vraiment un cas particulier. C'est l'échelle nanométrique qui pose énormément des problèmes pour la santé. Et on comprend pas que le matériau à l'échelle macro, lui, il est pas dangereux. Bon, après, il pollue, on est d'accord, s'il traîne. Mais en tant que tel, lui, il est pas dangereux. Donc je comprends hein, la notion de nano et je comprends que c'est pour ça qu'elle est à la mode à l'heure actuelle maintenant. Ah oui, Voilà. elle est à la mode. Bon, mais voilà quand même déjà, je pense, une contre-performance. Mais tu me diras, à cette époque-là, il y avait déjà des écologistes qui prévoyaient exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Intéressant. Pour en développer si tu veux. Ah ben, il y en a même un qui a été candidat à la présidence de la République à cette époque-là. Ok, je Donc, savais pas. Je sais pas. donc ça, tu vois aussi, ça, c'est phénoménal. Pourquoi c'est toujours ce que et moi, c'est ce que j'ai vécu pour ma propre recherche, cette difficulté de transmettre les choses utiles. Je comprends bien. J'ai fait mes premières recherches sur l'absorption Mhm. des fluorures gazeux, euh, tu vas dire quelle affaire, des fluorures gazeux Ouais. sur ces nanopoudres. Sur Sur quel type ces... d'application? Enfin, pour quel type d'application? Est-ce que c'est que du théorique pour le moment ou c'est quel type Non, non, d'application? non. Et ça, ta question est très, très intéressante. Tu anticipes sur ma connexion. C'est qu'il y avait, dès mon début, il n'y avait pas de frontière entre la recherche fondamentale et la recherche technologique, parce que les problèmes d'absorption étaient au cœur du procédé et de corrosion d'absorption physique et d'absorption chimique, étaient au cœur du procédé de séparation isotopique de l'uranium. D'accord, de la séparation isotopique d'uranium. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous définir la séparation isotopique de l'uranium pour les gens qui sont un peu moins familiers de ces termes? Alors, euh, il s'agit de faire passer des gaz dans des petits trous nanométriques Mhm. et d'utiliser la loi de Bunsen qui fait que les éléments les plus légers passent le plus vite. D'accord. Donc il y a une haute pression du côté d'une membrane, une basse pression de l'autre, et puis un flux du côté des hautes pressions, et puis une extraction du côté des hautes pressions, et puis ainsi de suite, une cascade de dispositifs, et ça s'enrichit au fur et à mesure. L'élément voulu peut être, et se sépare comme ça progressivement. D'accord, ok. Voilà, Ok. hein. Voilà schématiquement, c'est vraiment le plus élémentaire que l'on puisse faire. Je retiens que dès ma première année de recherche, j'ai été sous les ordres d'un haut responsable du CEA Mhm. de Saclay, qui Mhm. était au département de chimie physique et dont le nom est resté dans l'histoire des sciences et dans l'histoire du développement de la séparation isotopique. Et cette personne s'appelait Daniel Massignon et la formule clé qu'il a léguée s'appelle la formule de Massignon. Et à cette époque, dans le laboratoire, j'ai été très intrigué par un phénomène qui s'est Mhm. produit Mhm. dans mes expériences, mais chez un collègue qui était à côté, directement sur une unité de fabrication. Mhm. On a observé qu'une surface se comportait comme un générateur thermique.
Tout d'un coup, il y a une réaction qui se produit et elle se poursuit toute seule. Alors, depuis, il a été montré qu'une surface se comporte aussi comme un générateur électrique et comme un émetteur de particules. Plusieurs brevets attestent de ces effets qui se retrouvent aujourd'hui dans la dérive thermique des batteries, qui est encore inexpliquée. Et Intéressant. ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand un problème n'est pas résolu, il va ressurgir, et il va ressurgir partout. Effectivement, s'il est mal compris, à un moment donné, il va forcément revenir sur le devant de la scène et on va voir qu'il va avoir des lacunes qui va se passer au moment où on va vouloir l'expliquer. Il y aura quelque chose qui sera inexplicable et on n'arrivera pas. Si on construit tout notre savoir et nos savoir-faire sur des fondations qui ne sont pas stables, c'est là où Alors ça peut c'est bloquer, quoi. l'éternel conflit entre les contraintes économiques et le respect des calendriers, et les contraintes techniques, et cette contrainte qui est appliquée, imposée aux industriels, fait que l'industrie, avant que les risques soient parés, Mmh. Mmh. voilà, on avance sur des incertitudes Mmh. dont on voit les conséquences tous les jours. Je voudrais te raconter comment, après ma thèse Mmh. et au moment de la recherche de mon projet personnel, de la construction de mon projet personnel, dès les années 70, on va trouver des publications, même un peu plus tard, on va trouver des publications euh, qui, qui annonçaient complètement la logique qui m'a mené et qui m'a mené à travailler jusqu'à 87 ans. Donc, euh, mes publications jalonnent l'histoire Ouais. que j'ai suivie avec sans en dévier, sans en dévier. Alors, on va se poser la question tout à l'heure de pourquoi ça a été si long. Eh Alors bien, oui, de alors, la façon comment tu as mis en place tous tes travaux de recherche, quelles a été tes thématiques, qu'est-ce que tu as alors, pu explorer et qu'est-ce qui t'a amené surtout à ce raisonnement, c'est-à-dire, bah, je suis parti de là, finalement ça m'a amené sur cette thématique, finalement ça m'a amené sur cette thématique. Et eh pour en bien, revenir exactement à ce que tu m'as dit, Claude, c'est la fameuse loi qui dit que finalement tous les matériaux sont tous universels. Donc, non, c'était quoi? Voilà. ils s'endommagent tous Oui, donc. suivant la même loi universelle qui est connue et qui est la loi de Baskin. D'accord, très bien. Bon, bah, je te Mais, laisse alors, mais, je te laisse me le dérouler. mais, Je te laisse me mais, le dérouler. si tu veux, oui. Pendant ma thèse, j'ai appris autre chose d'essentiel, parce que tout ça, je vais l'utiliser. Hmm. Hein. Alors, la première chose, c'est la continuité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Mhm. Et plus tard, je vais prendre l'inverse. Je vais chercher dans les problèmes industriels un thème de recherche fondamentale. D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant comme on voit finalement que une forme d'offre et de demande, comment on arrive à designer quelque chose parce qu'on a un besoin et comment on propose une théorie qui peut faire naître finalement un objet qu'on en aura besoin. C'est important. Bien sûr. Et le deuxième enseignement que j'ai gardé de ma période de formation à la recherche, le deuxième enseignement, c'est l'importance des moyens dont on dispose. Ah, ça, c'est fondamental. Et On donc, peut pas faire de la recherche avec n'importe quoi, juste avec un stylo et un crayon, on va dire ça comme ça. mais c'était déjà une époque où les laboratoires fabriquaient leurs manomètres, leurs pissettes de laboratoire et ainsi de suite, Hmm. ou soufflaient du verre. Oui, faire la propre verrerie, ouais, c'est Tu incroyable ça. comprends? C'est déjà une époque où les laboratoires souffraient de sous-équipement. Ce qui est vrai toujours aujourd'hui, hein. Mais ce qui est vrai aujourd'hui,
Sauf que Claude, on a Voilà. perdu les compétences. C'est-à-dire que là, avant, on pouvait souffler sa propre Oui, verrerie de mais maintenant, laboratoire. Maintenant, c'est foutu. Maintenant, ça, c'est game over, ça marche plus, ça. si tu veux, ce qui est important, c'est qu'en travaillant dans un projet national, on avait des moyens phénoménaux. Incroyable. Et donc, j'ai utilisé une installation que personne n'avait utilisée avant. Et quand on a quelque chose que les autres n'ont pas, on peut réaliser des expériences et faire des observations que les autres ne peuvent pas faire. Donc, je suis arrivé aussi en 1968, quand j'ai été muté au CEN de Saclay, je suis arrivé avec la conviction qu'il faudrait trouver le sujet, mais les moyens expérimentaux de l'originalité et les financements. Ah, le nerf de la guerre, hein. Le nerf de Le la guerre, nerf hein. de la guerre, et ne pas être dépendant d'une loi de programmation locale. Toi qui achèteras ceci, toi qui achèteras une balance, toi qui achèteras dans 5 ans un microscope. Ouais, intéressant. Alors, c'est l'époque où le CEA s'est ouvert à la collaboration industrielle. On disait à cette époque-là la diversification. Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Vraiment, jusqu'à maintenant, on Mais restait toujours sur non, la théorie, toujours non, non, de la science pour de la science. sa mission était le nucléaire. Ah, d'accord, ok. Sa mission était le nucléaire, mais pas la diversification industrielle. D'accord. Bon, après 68, après mai 68, il y a eu, Le fameux mai 68. mais bien sûr, le mai 68, il y a eu l'ouverture à la collaboration industrielle. C'était pas bien vu du tout des chercheurs, hein, Ah oui, qui, autant que qui, ça? ah mais non, pas du tout, parce qu'il fallait que la recherche soit désintéressée, soit sans évaluation. C'était, si tu veux, très très mal. L'évaluation d'une recherche était très très mal vécue. Donc, c'était pas du tout dans l'air du temps. Et Finalement, ça, c'est ce qu'on reproche maintenant, en fait. C'est ce que nous, on reproche maintenant. On se dit que les personnes qui veulent développer des projets, il leur faut absolument un financement européen ou X ou Y chose, et que finalement, on voit que la recherche n'est plus un investissement. Ça veut dire qu'il n'y a plus une prise de risque pour comprendre et développer quelque chose. je continue à te raconter ma marche. Alors, eh bien, moi, ça répondait à mes problèmes. Je me suis engouffré dans la diversification Mhm. pour aller chercher chez les industriels les sujets dont ils avaient besoin, les financements, mais attention, je ne leur ai pas laissé le choix de, de la façon de mener la recherche. Je ne suis pas contenté à des contrats de moyens qui consistent à leur faire des analyses avec des techniques qu'ils n'ont pas. Mhm. Non, j'ai pris des sujets proposés par le CEA. Et parmi ces sujets, il y avait un groupement d'intérêt économique entre le CEA et Peugeot-Renault. Et moi, j'ai accepté d'étudier un sujet qui était proposé par Peugeot sur l'explication. Le but de la recherche était d'expliquer l'action des additifs des huiles moteurs, l'action anti-usure et antioxydante pour les huiles, des huiles moteurs. D'accord. Voilà le sujet qui m'a fait rentrer dans cette affaire-là. Par quelle technique? Ah, bah, j'allais te la poser. Ah, tu as volé mon. Ça y est, Claude, c'est toi qui fais le podcast alors là. Par quelle technique? Bah, Claude, par quelle technique tu nous as fait ça? Par quelle technique? Je n'allais pas me mettre à me mettre à utiliser les techniques de frottement et d'usure usuelle. Oui, Je savais qu'autrement, je suivais les mêmes voies que tout le monde. oui, il n'y avait pas une innovation, quoi. Il n'y avait pas une nouvelle proposition Il n'y de avait pas une valeur. nouvelle proposition. Hmm. Alors, à cette époque, c'est l'époque, disons, où les microscopes à balayage ont commencé à
à se diffuser rapidement. Mm. Les fameux Euh, web. la, Ouais. la sonde de Castin, Ouais. la microscopie Auger, Oui. Oui, je connais. tout ça s'est développé très rapidement et à cette époque-là. Eh bien, bien entendu, je m'y suis engouffré et j'ai été le premier à être équipé de l'ensemble des techniques. D'accord. Bon, bah, t'as pu faire un grand panel de Et caractérisation et tout, quoi. Là, c'est pas mal. j'avais des outils. Je vais revenir, je vais préciser, tu vas voir pourquoi j'hésite. Tu sais que de toutes ces techniques que je t'ai citées, entre la microscopie à balayage et puis la microscopie au jet, sont des techniques qui travaillent dans l'ultravide Oui, tout à fait. et qui sont prévues et qui sont conçues pour faire des études fondamentales sur des matériaux propres, Oui. Oui. hein, puisque on mesure une fraction, en principe, une fraction de monocouche, c'est-à-dire de l'ordre de 10, 12, 10, 13 atomes par centimètre carré. On peut en détecter la présence. Mm. Tout à fait. Voilà, mais il fallait être un petit peu, c'était un peu osé de mettre des culbuteurs qui avaient travaillé dans l'huile dans un microscope Auger. Ça y est, je te vois arriver. Ok, d'accord. Ok. Alors, t'as fait ça. Eh T'as ben, fait, Claude, t'as fait ça, mine. je l'ai fait, mais j'ai quand même rincé ça dans l'acétone, un peu plus, un peu Ouais, moins. c'est sûr. C'est Hein. sûr. J'ai rêvé dans l'acétone. Et la chambre, du coup, mais la chambre quand même de ces types de microscopes, enfin, elles sont très petites, non? Comment t'as fait? Tu as pris un élément, tu as Ah ben, j'ai découpé? pas mis le moteur tout entier. Oui, voilà, on est J'ai, d'accord. Peugeot, le centre de recherche à côté de Montbéliard, Mm. j'ai son nom sur le bout de la langue. Le centre de recherche peut découper des culbuteurs Ah, voilà. et me donner les culbuteurs. Ok, d'accord. Donc des petits morceaux, quoi, designés pour mettre dans le web, quoi. Voilà. Ouais, 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 ok, je comprends. Eh bien, Incroyable, bah oui. Bah eh oui, bien, dès, dès la première, dès la première analyse, ça a été la panique totale. Parce que je ne trouvais pas de produits carbonés sur la surface, mais je trouvais les éléments que je recherchais n'étaient concentrés que sous le faisceau. l'élément que tu recherchais était concentré que sous le faisceau. Il D'accord. n'y en avait pas hors du faisceau. Il y avait des phénomènes de diffusion extraordinaires qui faisaient que les impuretés se concentraient sous le faisceau. D'accord. Alors, ça mettait complètement, ça compromettait complètement l'utilisation de la technique. Oui, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, la Eh technique te bien, renvoie une indication comme quoi ta surface, elle n'est pas homogène, dans une façon de parler, en fait. donc, ce que je voyais, alors, ma technique est coupler les possibilités de microscopie à balayage et puis de microscopie au jet. Oui. Le OG, on est bien d'accord, c'est ce qui te permet de savoir, de caractériser la nature d'un atome. Savoir D'un quel atome atome. c'est. On est d'accord, c'est les électrons OG. C'est Et ce alors, capteur-là. voilà. Ok. Et à cette époque-là, où dans le cadre, ce qu'il me fallait, c'était concentrer, caractériser, par exemple, la concentration de soufre ou de phosphore. D'accord. Ok. Et par microscopie à balayage, je voyais bien par les contrastes d'images qu'il n'y avait du soufre qu'à l'endroit où j'avais fait l'analyse. Ah oui, donc il s'est concentré ici, quoi. En fait, il se C'était, concentrait ici, l'élément. voilà. Ah oui, mais c'est pour ça que je disais que ça donnait une notion. En fait, finalement, tu avais l'impression que le matériau n'était pas homogène. Enfin, d'une certaine façon, la surface n'était pas homogène. Tu voyais toujours pareil, que du soufre partout. À très fort. Bon, dans les conditions expérimentales Ouais, ouais. où fonctionnait l'appareil, Mhm. il y en avait partout. Ouais, voilà, ok, d'accord. Ok. Bah alors j'attends la suite pour savoir qu'est-ce que Alors, c'est. Est-ce que c'est un fameux artefact ou pas du tout un artefact? Voilà, on arrive à la belle question là, celle-là. voilà le mot phénoménal, c'est artefact. Eh ben voilà, je t'en Alors, prie. j'ai été chercher sur un dictionnaire ce que voulait dire artefact. Hein. Mm. C'est une stupidité créée par l'homme.
Oui, pour dire, bon, je comprends pas, mais c'est pas grave. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, mais c'est clair. Alors, euh, j'ai une anecdote à raconter là-dessus. Comme j'étais le seul appareil qui était fabriqué par un fabricant étranger, euh, qui était japonais d'ailleurs, euh, comme j'étais le seul à avoir cet instrument, le fabricant avait payé une licence au CEA pour que je reçoive, je, je fais en bref, hein, pour que je reçoive des visiteurs étrangers qui étaient des clients potentiels pour eux. Et un jour, le, le directeur des ventes aux États-Unis est venu avec un client d'une très haute industrie, très grande industrie nationale, que je ne cite pas, et est venu ils sont venus faire des analyses de couches d'oxyde sur un semi-conducteur. Et je fais très rapidement aussi. J'ai demandé à l'ingénieur qui accompagnait le vendeur, je lui dis, qu'est-ce que vous recherchez? Il me répond, mais c'est à vous de me le dire. Mais d'une façon que je n'ai pas aimé. Je lui ai dit, mais non, c'est pas comme ça. Je veux que vous me disiez ce que vous voulez. Si c'est du soufre, je vous fais du soufre. Si c'est pas tout, du phosphore, je vous le trouve. Et puis si vous me dites qu'il n'y en a pas, eh bien je vous fais au même endroit, il n'y en aura pas. Alors là, ça a été un coup de massue que ce type n'attendait pas. Il me dit, il y a du phosphore dans mes couches. Je dis bien, je fais mon réglage, je lui sors un très gros pic du signal du phosphore. Il me dit, le voilà. Je dis, oui, attendez une seconde, je change le réglage, il n'y avait plus de phosphore. Et en voyant ce résultat, il s'est retourné vers le responsable des ventes de la société et lui a dit, vous aurez demain votre bon de commande. Voilà le contexte de l'époque. J'avais identifié qu'il n'y avait qu'une seule possibilité explication de l'artefact, c'est que c'était en fait un phénomène de charge sous le faisceau d'électrons. Incroyable. Eh oui, eh oui, eh oui. Je charge sous Et, faisceau électron. Ouais. et ce phénomène de charge était ostracisé et classé comme artefact dans les laboratoires de microscopie électronique. Donc c'était le phénomène de charge qu'il y a sur le cubuteur, c'est ça? Oui, Dans les trucs, ouais, il y dans les avait un huiles. phénomène de charge. Et comment tu le qualifies? C'est-à-dire ce phénomène de charge, ça veut dire finalement tu as une accumulation d'énergie et ça modifie la composition chimique et l'organisation des atomes. Oui, euh, ça modifie sous le faisceau d'électrons la composition chimique et l'organisation des atomes. Ouais. On modifie les liaisons et on modifie la distribution des atomes. Et sous le faisceau d'électrons, tu déposes des charges électriques. Et oui, donc tu Ces alimentes en charges électrons. Et créent oui. un champ et le champ crée une contrainte. Alors, le reste, on va voir après. Mais voilà, voilà quelle était ma lecture. Ce que j'ai dit euh, aux ingénieurs qui étaient mes correspondants chez Peugeot, euh, je leur ai demandé, je leur ai dit, je pense que je peux vous classer vos huiles d'après leur qualité. Et là, le plus âgé des deux, ils étaient deux, le plus âgé me dit, vous êtes très fort parce que nous, on ne sait pas le faire. Et, on pourrait essayer,
si vous me donnez des culbuteurs, Tom, dans des boîtes ABCD en aveugle, je vous rends je vous les classe par ordre d'usure et sans faire aucune mesure de topographie, d'usure, de poids, rien du tout. Je vous les classe. Ils m'ont envoyé 12 culbuteurs dans des boîtes ABCD et j'ai classé les 12 culbuteurs. Et ça, je t'assure que ça a pérennisé mes budgets de recherche. Quand ils sont revenus après le classement, ils m'ont dit oui, et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit, eh bien, vous validez ça en mesurant le champ dans les contacts cam-culbuteurs. Ils n'ont rien dit, ils sont repartis. 6 mois après, j'ai été invité à Belchamp. Ils avaient équipé un moteur. Et sur un oscillo, il y avait la preuve du champ électrique. Et le champ électrique, tu veux dire, c'est quelque Dans chose le contact métal-métal, Oui, c'est là où ça se crée. c'est là où ça se crée. Il y a un film diélectrique qui se forme, qui modifie l'épaisseur d'huile dans le contact. Donc tu veux dire l'épaisseur d'huile dans le contact, c'est-à-dire vraiment, tu considères que l'huile fait entre guillemets un élément de surface qui serait vraiment au contact du culbuteur, c'est ça? Contact culbuteur, élément de surface, Absolument, huile, absolument. c'est Mais ça. cette huile devient très, très visqueuse Mhm. et s'épaissit en fonction du temps jusqu'à une épaisseur limite. C'est comme un réo épaississant, quoi. C'est un réo épaississant. C'est une protection absolue du culbuteur. Et ça, Alors, et ça c'est donné par quoi? C'est donné par l'huile, ou c'est donné par le culbuteur, ou c'est donné par une combinaison de ces deux-là? non, non, c'est la décomposition et la réaction des additifs de l'huile qui, par une réaction chimique dont Peugeot a mesuré l'énergie d'activation et la cinétique de formation, Mhm. hein, euh, euh, forme un film. La réaction de ces additifs forme un film qui protège le culbuteur. D'accord, ok, je comprends. Alors, tu voulais des publications, eh bien, celle-ci est publiée par Peugeot dans le congrès international qui s'est tenu à Paris en 1983, je crois, et toutes les informations y sont et attestent de ce que je te dis. Donc en fait, tu es en train de nous dire, pour les automobilistes, faites attention à l'huile que vous mettez dans votre moteur. Parce que si vous mettez une mauvaise huile, vous n'avez pas de quoi protéger vos culbuteurs et du coup, vous allez être chocolat. En gros, tu es en train de nous dire ça, Claude. Mais il n'y a pas il n'y a pas que l'huile. Hein. D'accord. Et, C'est pour ça et que je t'ai posé alors, la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que c'était pas une combinaison culbuteur ou alors finalement surface du culbuteur combinée à l'huile qui fait un bon jeu, une bonne synergie entre les deux? C'est pour ça que je te posais la question. c'est toujours un problème de surface et d'interface. Oui, 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 mais il C'est-à-dire faut. que ça implique les deux partenaires. Oui, bon, alors c'est bon, j'ai ma réponse. Bon, ok. D'accord. Ça marche. Mais euh, Peugeot je pense qu'il n'y a aucune contradiction que je cite leur nom, hein, mais de toute façon, j'ai la publication et donc c'est une C'est lecture de public. publié. C'est publié. On discute d'un document public. Hein. Tout à Donc, fait, tout à fait. d'accord. Il montrait quelque chose d'extraordinaire, c'est que le film d'huile augmentait en épaisseur quand la vitesse augmentait. Oui, donc un réo épaississant. C'est ça. Qu'en fait, Ah quand il est oui, cisaillé, il augmente sa viscosité. oui, mais ça, c'est complètement aux antipodes de ce que l'on dit ailleurs. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Bah, je sais Quand- pas, moi, quand- quand un élément est cisaillé et qu'on augmente sa viscosité, c'est un réo épaississant et inversement, Ah si on oui, oui, augmente oui, ça. non, C'est ce que je mais disais. le problème, Mike, c'est pourquoi la viscosité de l'huile augmente. Parce que c'est un fluide non newtonien. C'est bon, j'ai une bonne réponse. Et qu'est-ce que c'est un fluide non newtonien, c'est ça? C'est lié au champ, Oui, c'est oui, lié mais à j'ai compris. l'orientation des molécules dans le champ.
Mais je comprends, mais vu comme ça, effectivement, je comprends. Parce on te dirait à l'école, c'est un flux non newtonien, donc du coup, quand il est Oui, mais cisaillé, ou, mais pourquoi? Et là, tu es en train de nous dire, ben, le pourquoi, c'est parce c'est qu'il y a un champ qui se crée entre le cubuteur et finalement sa chemise, c'est ça? Non, où il est en train d'osciller, et que ça crée un champ électrique, c'est ça? C'est bien ça? Un champ électrique oui, qui modifie les liaisons et qui modifie que les liaisons, pas la chimie des éléments qui le constituent, pour je avoir reste une je surface. reste à des choses simples. Le champ électrique Ouais. injecte des électrons et des charges parce que dans les surfaces, il faut assurer l'égalité des niveaux de Fermi. Donc, à une surface, il se produit nécessairement des échanges de charges. Toujours, toujours, toujours. D'accord. Et ces charges bloquent les mouvements des chaînes moléculaires, les bloquent et augmentent la Ah. viscosité. Ah ouais, je comprends là, c'est ok, c'est CQFD quoi. Ok. Et oui, Alors, s'il a plus de mobilité moléculaire, effectivement, il devient épais parce qu'il n'accompagne plus rien, il s'oppose. voilà. Eh oui, évidemment. Eh oui. Et Mais on tu vois, sait, dit par toi, ça devient simple. Tu vois, et Claude, quand c'est toi qui le dis, c'est ultra simple. oui, C'est ultra simple. mais à force de simplifier, attention, Oui, des on est fois, totalement d'accord là-dessus. On est totalement d'accord là-dessus. des fois, faut faire très attention dans ces simplifications. Ah oui, ça, on est d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le même congrès, il y a un Américain qui présente des résultats, illustre les effets de charge dans tous les phénomènes de friction, de dureté et de fracture. Hmm. Et il y a un article de revue d'un Français qui montre une loi d'endommagement, encore une loi de propagation de fracture, qui est une loi d'endommagement. Mais ces gens ne se parlent pas. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, Claude. Quand Dans le on n'a même pas, document, c'est il y ça. a les trois clés. C'est ces interfaces. Tu vois, même entre scientifiques, les interfaces, c'est une vraie question, hein, la Oui, question d'interface. c'est une question d'interface, bien sûr. Mais enfin, c'est tout. Je peux pas, c'est inutile de développer ça. Hmm. Mais toujours est-il, Mike, que les charges s'annonçaient comme la voie à suivre pour progresser en sciences des matériaux. Ah oui, c'est incroyable. Incroyable. Alors, bien sûr, il fallait trouver un protocole expérimental, il fallait trouver une théorie, il fallait trouver. Voilà. Voilà comment, quelle est l'origine de l'histoire. Elle vient de l'usure des moteurs, de l'usure de l'étude et du blocage de l'étude des culbuteurs. Hmm. Hmm. Incroyable. Alors, après, il y a ceci va pérenniser les, Les les travaux de budgets, recherche, ouais, tes budgets. les budgets de recherche, les a pérennisés sur une durée de 3 ou 4 ans, ce qui était énorme, hein. Ah oui, clairement, ouais, clairement. Bah, c'est Mais incroyable, Claude. Je pense on pourra en parler des heures là-dessus, parce que c'est vrai que tout cet aspect, tout ça, tout ce que tu as mené comme travaux de recherche et que finalement qui t'a amené à toute la alors, logique, à te poser les bonnes questions. Finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment le recul que tu as pu avoir. alors Tu as, j'ai ouais, commencé à dire tout fort, Mike, que les charges affectaient les propriétés de tous les isolants. Et alors, ce qui paraît logique, ce qui me paraît oui, logique. mais regarde cette pirouette. Alors que le sujet était classé comme un artefact Et oui, tu as découvert un hors du isolant. CEA, dont le CEA, c'était un sujet scientifique. Ah ben comme quoi, comme quoi, comme quoi. Mais ces distorsions, on les retrouve après, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Elles se payent quelque part, elles créent de la viscosité. Mm, tout à fait. Que c'est-il? Comme je me propageais, puis que je disais tout fort qu'avec les charges, il fallait étudier les charges, mais ça s'est entendu dans une division du CEA.
qui m'a demandé, par la recherche fondamentale, de régler un problème de claquage de surface. Et je Eh dis oui. bien par la recherche fondamentale, parce que dans certaines divisions du nucléaire, et là il s'agissait de la division militaire, il faut avoir la sécurité absolue de la théorie avant de mettre quelque chose en pratique. Ah ouais, c'est clair. Ben, c'est vrai qu'on pourrait. C'est incroyable. Après, je sais pas si tu souhaites développer là-dessus, parce que c'est peut-être des sujets sensibles. Oh, je Et vais pas le développer, mais ouais, je te dis, et j'ai été en contact avec le chef de division auquel j'avais dit publiquement devant ma hiérarchie, je lui avais dit, je veux étudier les charges. Si c'est la bonne voie, dans moins de 5 ans, vous avez la solution de votre problème, et sinon, vous aurez dépensé votre argent et vous n'aurez rien. mm, Il m'a dit, on va y aller voir. mm. Et tout ça, ça t'a amené à quoi? La finalité, Claude. Qu'est-ce que ça t'a amené, tout ça? Une très grosse pression, Et une scientifiquement, très, très grosse pression ça, scientifique et et, humaine. et humaine, Ouais. mais une assurance d'un budget énorme Mhm. pendant plusieurs années. Bah, c'est top. C'est top. Du coup, ça m'emmène à pas mal d'autres questions. Enfin, franchement, on pourrait en parler des heures, Claude. On va Oui, bien essayer sûr. d'en discuter un petit peu autrement. J'avais une question à te poser, et notamment sur la partie rétrospection de tous les sujets que tu as menés, tous ces sujets que tu as pu mener. Et effectivement, ce que j'ai remarqué au cours de cette partie d'entretien, c'est vraiment euh, l'évolution que tu as eue pour amener un sujet de recherche d'un artefact, de quelque chose que personne n'en voulait, personne comprenait, tout le monde pensait que c'était oh, c'est pas grave. Tu en as extrait un sujet de recherche qui t'a amené finalement à développer toute une théorie autour des charges, et, et que finalement ça t'a amené, fini, à travailler sur le sujet de recherche que tu nous as dit pour la défense, si je dis pas de bêtises. Non, non, bien sûr. Mais dans toute cette mécanique qui t'a amené tout ce processus, est-ce que tu te posais des questions, des fois tu t'es dit, tu as fait une rétrospective sur toi, tu t'es dit, en tant que scientifique, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai mené? Ou est-ce que tu as eu des moments où tu t'es remis en doute scientifiquement? Et puis, humainement, est-ce que tu t'es posé cette question-là? Quand tu as enlevé ta casquette de chercheur, tu t'es dit, bah voilà, en tant que chercheur, je ressens ça, et en tant qu'homme, bah, je ressens ça sur ma recherche. Tu vois où je veux en venir? Bien Quel a sûr. été Oh, je ton vais te ressenti? répondre. Je vais te répondre. Mais c'est très dur à vivre. On risque d'induire des erreurs catastrophiques. On s'antagonise beaucoup de gens. Et ça m'a poussé à, à trouver la façon de résumer d'une façon incroyablement facile et courte toute cette histoire. Et si tu veux, j'ai besoin de 2 minutes pour te dire ce résumé. Je veux quand même dire que comme j'avais de gros moyens, j'ai exporté cette recherche principalement dans 3 universités et où j'ai été jusqu'à équiper les laboratoires au niveau où j'étais équipé. Et ces laboratoires, ça a été le laboratoire de physique du solide à Orsay, où mon ami est toujours ami et, 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 et co-auteur était Guy Blaise, le laboratoire de thermodynamique à Marseille-Saint-Jérôme chez Gérard Moya,
et le laboratoire de mécanique physique à l'École centrale de Lyon, qui était dirigé par le professeur Tréheux. Je n'ai pas fait tout seul. Eh oui, c'est normal. C'est une équipe. Et, et ma résilience vient de ce travail d'équipe. On a organisé un congrès international en France triannuel pour exposer à la communauté scientifique internationale les résultats que l'on avait. Alors, comment ça se résume? Comment ça se résume? Euh, c'est très simple. L'endommagement, c'est le résultat de l'application d'une contrainte. Mais une contrainte, elle peut être appliquée ou elle peut être interne. Oui, tout à fait. Et de D'accord. différentes natures, mécaniques, électriques et ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est la contrainte interne du matériau, et c'est ça qu'on doit mesurer. D'accord. Grand 1. Une loi d'endommagement établit une relation entre la contrainte. Alors, je te rappelle que c'est une énergie par unité de volume. Alors, une loi d'endommagement représente une relation entre une pression, un volume et une énergie. C'est-à-dire que toutes les lois d'endommagement doivent pouvoir s'écrire sous la forme d'une équation d'état, comme pour les gaz parfaits. Ça, c'est le deuxième point. À l'échelle microscopique, un endommagement correspond à des ruptures de liaison chimique. Et ces ruptures sont produites par des excitations électroniques. Mais ces excitations électroniques produisent elles-mêmes des pertes d'énergie. Elles représentent une perte d'énergie pour être excité. L'électron, pour être excité, il faut lui fournir une énergie. Mais quand il a fourni cette énergie, quand il a été excité, il y a réorganisation de la matière à l'endroit où il a modifié la charge, et cette réorganisation est violemment exothermique. Une loi d'endommagement est donc décrite par une loi expérimentale exprimant la relation entre le nombre de liaisons rompues, le temps sous contrainte, la fréquence de la contrainte, sa vitesse et la déformation de l'élément de volume contraint. Alors, non seulement il faut mesurer la contrainte, mais il faut mesurer le volume et il faut mesurer la vitesse de déformation du volume. Et tout ça, c'est avec un faisceau d'électrons que je l'ai réalisé. Incroyable. Incroyable. Voilà, Mike. Voilà le schéma global. Alors après, il y a du développement autour même de cette idée. Mm. C'est que quand tu transformes la loi d'endommagement en une équation d'état, dont une en particulier, elle te fournit tous les paramètres de l'équation, tous les paramètres que tu dois mesurer, et elle te fournit les paramètres d'une équation ou d'une loi de probabilité d'endommagement. Je ne sais pas si tu es familier avec la loi de Wébule. Alors là, je vais pas te mentir, je la connais pas. Bon, Je vais pas te mentir, je la connais pas. c'est une loi d'endommagement, hein, où ça casse ou ça casse pas. Et la probabilité pour que ça casse, si tu veux, dépend de trois paramètres qui sont bons. Le paramètre de forme, le paramètre de positionnement et puis le paramètre d'échelle, et que personne ne mesure. Je comprends. Je comprends. On les ajuste. Mais ça veut dire quoi, ça? Ces paramètres sont liés aux propriétés fondamentales du matériau. Mhm. Ce sont des paramètres intrinsèques au matériau. Voilà, un petit peu, si tu veux. Ouais, je pense qu'on pourrait en développer, on pourra en développer là-dessus longuement. Euh,
Et du coup, Claude, humainement, qu'est-ce que ça t'a apporté et où tu as eu ces points de difficulté dans toutes les recherches que tu as menées? Oui, bien sûr. J'avais constitué un groupe d'universitaires et j'organisais tous les ans une revue de projet devant les directeurs qui finançaient. Et à l'issue d'une de ces réunions, le directeur de la recherche m'a demandé d'où venait l'extraordinaire synergie des membres du groupe. Voilà déjà une grande partie de la réponse à ta question, Mike. La confiance des gens et leur intérêt pour le sujet. À fédérer les personnes sur une même voie. Voilà, Ça ça c'est s'est top. fait, ça s'est construit tout seul. Ouais, ouais. Finalement, il y a eu un champ, il y a eu une polarisation, quoi. Je coordonnais les travaux, Ouais. je visitais tous pratiquement au moins une fois par mois, je- et j'assumais seul la responsabilité des expériences et des voies que je leur demandais d'explorer. Leur Grosse budget, pression, hein. Grosse pression. Ouais, leur budget à eux, je le garantissais dans la mesure où je restais vivant. quand même. Mais incroyable. Ouais. Ah, je comprends. Tout. Et je leur laissais le droit à la publication de leurs résultats. C'était vraiment la passion, la motivation de la recherche. C'était vraiment le sujet que tu avais trouvé, c'était ça qui vous fédérait tous, quoi. Absolument, Incroyable. Et ça, c'est incroyable, ça. Et absolument. des choses comme ça, c'est Alors ça, c'est de après, la recherche. Ça, pour moi, c'est de la recherche. alors après dès les premières années, je t'ai dit que je m'étais engagé sur un programme de 5 ans Mhm. pour régler un problème. Il a été résolu, mais on n'avait pas de modèle théorique pour expliquer pourquoi ça marchait si bien. De la même façon, j'ai obtenu un résultat extraordinaire dans le domaine des câbles obtention, dans le domaine des céramiques. Donc, c'était autant de succès technologiques, mais il manquait l'explication. Et ça enlevait beaucoup de crédibilité ou ça donnait des arguments aux détracteurs. Mais c'est la fameuse loi d'endommagement que tu nous as parlé. Bien C'est celle-là sûr, l'explication. et Mais il a fallu, mais tout à fait, les mois derniers, pour que j'aille jusqu'à cette expression, cette loi d'endommagement, tous en avaient une sous les yeux et personne ne le voyait ni comme tel, ni son lien avec les équations d'état. ouais, incroyable. Bah, je pense qu'on pourrait en développer incroyablement, incroyablement incroyable. Blague à part, mais vraiment, je pense que c'est un sujet qui est incroyable et on pourrait passer du temps à en développer. Et moi, je t'invite, Claude, qu'on en parle, hein, qu'on en parle et qu'on en parlera peut-être dans un autre épisode ou dans un autre format, pourquoi pas? Ça pourrait Ah, être mais l'occasion d'en parler dans un autre format. alors là, je voudrais juste, si tu veux, en un mot encore, Oui, je t'en te prie. dire qu'à mon avis, la transmission de cette histoire-là se passe par l'organisation d'une formation. Et donc, j'ai préparé 10 heures de conférence et je te garantis qu'en 10 heures de conférence, tout ingénieur, tout chercheur aura compris toute cette histoire-là. Ouais. Voilà. Bah, pourquoi Et pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? voilà. On pourra nous l'explorer peut-être d'une autre manière. On verra comment. Et j'en suis sûr qu'on trouvera une façon de pouvoir en parler au maximum de toute cette loi, de toute la loi d'endommagement. Et, euh, et on en discutera, Claude. On en discutera. On en discutera. Je t'invite, Claude. On va passer au dernier pan du podcast. Ça fait quand même presque plus d'une heure qu'on est ensemble, donc ça c'est juste incroyable. En tout cas, il y a tellement de choses à dire. Et j'aimerais te poser une question.
et on en terminera par là. Si tu as des conseils pour les générations suivantes, des jeunes chercheurs ou des jeunes personnes, imaginons un lycéen qui nous écoute, ou une personne qui est en master, licence, qui nous écoute et il nous dit, ben voilà, j'ai envie de faire de la science ou j'ai envie de faire un doctorat derrière ou pas. Ou... Finalement, quel conseil tu vas donner? Quelle bouteille à la mer tu enverrais aux générations suivantes? Bien, d'abord, je ne pense qu'à elle. Je ne pense qu'à elle. Où commencer? Mais dès les premières années après le bac, il faut réfléchir à ce que l'on apprend. Excuse-moi, je- c'est pas un trou. Là, c'est pas un trou. Je pèse les mots. Il faut réfléchir à ce que l'on apprend, car on récite souvent. On sait écrire des équations mathématiques, on sait les résoudre, mais attention, les mathématiques ne remplacent pas l'observation. Je regarde les propositions de thèse actuellement, il y en a 9 sur 10 qui demandent de la modélisation. Ah, c'est incroyable ça, la modélisation. C'est incroyable la modélisation. Bon, je rigole, excusez-moi, je rigole, mais c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, mais je suis d'accord. Je pense que tout basé sur la modélisation, c'est pas une bonne chose. J'ai vu un sujet dans le domaine des matériaux, un seul sujet qui recouvre les mots-clés que j'utilise. Mm. Il proposait de modéliser la relation entre chimie, viscoélasticité et propriété. Relation structure-propriété, ouais. Moi, je suis un fan de ça, donc je comprends très bien. Qu'est-ce que veut dire viscoélasticité? Ah, on pourra faire un débat. On pourra faire un débat, Claude. On va pas se lancer là-dessus. On pourra faire un débat là-dessus. Alors, mais tu comprends, quand, Je comprends, t'inquiète quand pas. on, quand on expose un étudiant à la Oui. modélisation d'un mot que l'on ne contrôle pas, Ouais, ouais, c'est le mettre dans des situations très difficiles. tout à fait. Non, mais je partage complètement ton opinion là-dessus, Claude. Ce qu'il faudrait, c'est Ouais, réussir à convaincre ouais. qu'il y a besoin d'une réflexion là-dessus. Mais dans beaucoup de choses, hein. Mais vraiment, ça c'est clair, hein. Je pense qu'il faut vraiment se reposer les bonnes questions en science et trouver le bon vocabulaire au bon endroit. Arrêter de penser que si on est capable de dire le mot, c'est qu'on l'a compris. Mais après, il faut nous scientifiques, nous, nouvelle génération, il faut qu'on s'appuie quand même sur ce qui a été fait en amont pour pouvoir promouvoir la science de demain. Mais Mais je, c'est essentiel. exactement. Assure. Mais je comprends qu'effectivement, il peut arriver à un moment donné où ce qui a été fait en amont, ben, il y a eu des lacunes et des artefacts non résolus et que par la suite, en aval, on s'appuie sur des artefacts pour développer des choses et que finalement, ça nous emmène dans le mur. Et c'est ce que tu indiques également, que tu dis, faites attention à ça également. C'est ce que tu Et promous. attention à l'emprise des mathématiques. Et à l'emprise des mathématiques, c'est un outil, les maths. C'est un outil. C'est un outil. C'est un outil. C'est pas la phénoménologie. Ça ne dispense pas d'expérience. Je suis d'accord avec toi, Claude. Je suis d'accord, totalement, là-dessus. Ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je suis incroyablement, même tu vois, j'en bégaye le temps que je suis tellement incroyable, que c'est incroyable de tout ce qu'on a vécu ensemble là-dessus, sur cet épisode. Franchement, euh, tu as répondu même d'un titre personnel, hein. Tu m'as répondu à des notions, tu m'as donné des nouvelles notions que j'avais mal compris, que tu as su me l'expliquer de manière simple mais sans vulgariser trop, c'est-à-dire sans dénaturer ton propos. Ça, je trouve ça incroyable. Ça, c'est ça que j'essaye, moi, même moi, à titre personnel, j'essaie de le faire. D'essayer d'expliquer de manière simple, mais sans dénaturer ce que je dis. Eh Donc ça, oui, c'est super important. c'est. Et on va passer à la question signature de ce podcast. Et je vais te la poser, Claude. Et tu es le premier pour cette
saison 2, à laquelle je la pose. Claude, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Je serais un matériau viscoélastique Et pourquoi? parce qu'il se durcit dans l'effort tant que tant qu'il n'a pas atteint la limite de ses forces. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement, c'est magnifique. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Eh ben, je l'espère en tout cas. Moi, c'est tout le mal que je te souhaite, Claude. On a besoin de toi. On a besoin de toi sur cette planète. Et vraiment, c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, merci. Merci pour cet épisode. C'était incroyable de partager ce moment avec toi. Euh, Où on peut te retrouver, Claude, si on a besoin de te contacter? Est-ce que tu es dispo sur des réseaux sociaux, par mail? Quel est le canal Oh, le plus adapté? ça peut être LinkedIn, ça Mhm. peut être LinkedIn. ResearchGate, les réseaux Ouais, sociaux, ouais. mais directement sur mon mail, D'accord. claude.legesse@gmail.com. Très bien. Ben, je le mettrai en description de l'épisode. En tout cas, Voilà. ben, merci beaucoup, Claude. Je vais passer au moment un peu speech sponsor pour le podcast, pour le promouvoir. En tout cas, merci beaucoup, cher auditeur, de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Si vous êtes intéressé, si Dromien Matériaux vous plaît, si toute cette expérience humaine qu'on vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça nous aide beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aidez-moi, on est disponible. Faut pas hésiter en commentaire. On vous répondra. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, Claude, on va les répondre. On répondra aux gens. On Ah, répondra mais aux gens. bien sûr, je suis à la disposition surtout des jeunes. Donc, nickel. Du côté audio, on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à propager les épisodes et à propager ce savoir et finalement ce que veut véhiculer Dromien Matériaux. C'est une expérience qui est à la fois scientifique, matériaux et accompagnée d'histoire humaine. On met les chercheurs avant la science parce qu'il ne faut pas l'oublier que ce sont des femmes et des hommes qui sont des scientifiques qui nous proposent leur expérience et leur aventure. Si vous avez des questions, je rebondis sur les questions. Vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un groupe Discord. Allez dans le groupe Discord. Vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez, tout ça. On est vachement mobile là-dessus. On a à disposition le site Dromia Matériaux. Vous pouvez voir l'ensemble de nos épisodes. On a une newsletter. Si vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, on publie les épisodes qui sont en parution sur notre newsletter. Et également, on a un canal de soutien plutôt personnel. Les gens qui veulent nous soutenir, on a un Buy Me a Coffee. Donc, si vous voulez partager tout ça autour d'un café, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir via ce canal de soutien. Et j'allais terminer là-dessus en te donnant le mot de la fin, Claude. Est-ce que tu as une mot de la fin que tu souhaites partager? C'est, si vous êtes chercheur ou industriel, ne perdez pas de temps. Très bien. Bah écoute, sur ces belles paroles, Claude, on se voit, les amis, pour un prochain épisode. À très vite de Dromien Matériaux, ben, votre podcast Sciences, Matériaux et Expérience Humaine. Allez, prenez soin de vous.